Voilà, donc ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Héctor Bravo Alfaro, qui est mexicain, que je connais depuis fort longtemps. Il est originaire de la ville de Puebla, où il a fait ses études de physique. Ensuite, il est venu faire des études en France. Il a fait un DEA, qui s'appelle maintenant Master 2, puis une thèse à l'Observatoire de Meudon. Et il est enseignant-chercheur à l'Université de Guanajuato depuis 1998. Il est membre de l'Académie mexicaine des sciences. Il travaille en radioastronomie et en évolution des galaxies. Il aime beaucoup les conférences de vulgarisation. Il en a donné plus de 100. Il est cette année en année sabbatique à l'IAP depuis le mois d'août dernier jusqu'en juillet prochain. Donc voilà, on a profité de sa présence pour lui demander quelque chose, un sujet qui n'est pas habituel. Et il va nous parler du calendrier Maya et du mythe de la fin du monde chez les Mayas. Merci, Héctor. Merci, Florence. Merci beaucoup d'être venu, de remplir cette salle. Et merci beaucoup aux organisateurs, Daniel, Florence, Jean. Et c'est tout un honneur d'être là parce que finalement, j'ai pris quelques cours ici il y a quelques années. Je ne veux pas dire combien parce que je n'ai pas envie de me mettre en évidence. Mais voilà, donc c'est très intéressant pour moi d'être de l'autre côté de la salle. Et voilà, donc j'ai un grand plaisir de parler un petit peu. Déjà, mon français, il n'est pas parfait. Peut-être que vous allez voir quelques fautes d'orthographe. Mais j'aime beaucoup parler un petit peu avec vous un petit peu le calendrier, l'astronomie maya. Et voilà, vous vous souvenez certainement qu'il y a quelques années, il y a eu cette hystérie collective sur l'Apocalypse. Et ça m'a permis d'étudier un petit peu pas seulement l'astronomie maya, mais aussi un petit peu de l'archéologie. C'est un domaine qu'on appelle archéoastronomie, qui est assez développé au Mexique. Donc voilà, donc je vais partager un petit peu les expériences et je crois qu'à la fin, on pourra faire des réflexions ensemble. Et je vais faire quelques 45 minutes pour avoir le temps de discuter un petit peu ensemble. Voilà, donc je vais parler un tout petit peu, faire une introduction pour que vous voyez où ça se trouve, ce fameux monde maya. Et ensuite, parler un petit peu de l'astronomie et le calendrier et cette fausse prédiction de la fin du monde. Mais on fera quelques réflexions à propos et c'est finalement possible, cet apocalypse, donc pourquoi pas, il faut réfléchir du point de vue scientifique. Tout le temps, il faut rester clair que ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment quel est le point de vue de la science. Voilà, donc pour commencer, vous pouvez dire, oui, et c'est où finalement, je suis né un peu par là, Puebla, ça c'est le Mexique. Nous avons une grande frontière avec les États-Unis, pour que vous savez plus ou moins où ça se trouve. Mexico se trouve un peu par là, et Guanajuato, là où je suis embauché depuis quelque temps, se trouve un peu au centre du pays. Voilà une carte postale de Guanajuato. Et voilà, donc et cette ancienne carte qui est dans le musée d'anthropologie au Mexique décrit à peu près où se trouvent les anciennes cultures préhispaniques, au moins dans ce qu'on appelle Mésoamérique. Donc cette région qui va un petit peu plus au nord de Mexico et qui arrive jusqu'à l'Amérique centrale. Donc, vous savez ici le monde maya qui arrive jusqu'au Honduras, qui inclut Guatemala aussi. Il y a une jungle qui est assez dense, je dirais. Donc, dans l'Amérique du Sud, vous savez, il y avait les Incas, qui étaient un peuple aussi développé, mais qui ont eu pas trop de contact parce que cette jungle assez épaisse empêchait un petit peu le contact complètement ouvert. Par contre, dans la Mésoamérique, les cultures ont eu plein d'échanges entre les Mayas, les Aztèques et des autres peuples. Laissez-moi vous montrer quelques images. La culture la plus ancienne du continent s'appelle les Olmecs. Et voilà un des sites qui s'appelle Tajín, qui est très, très, très joli. C'est dans le Veracruz, pas loin de la côte du Golfe.
Ensuite, vous avez peut-être entendu parler de Teotihuacan, qui se trouve un petit peu au nord de Mexico, qui est un site assez impressionnant. Voilà donc le monde maya qui se trouve dans le Yucatan, voilà la mer Caraïbe. Donc il y a plein de sites très connus, Palenque, Chichén Itzá, entre autres. Et voilà, dans le sud du Mexique, vous avez les Zapotèques, et qui ont eu de belles pyramides aussi, des sites archéologiques très intéressants. Et ça, c'est une illustration de la ville, l'actuelle ville de Mexico, en fait, ça s'appelait Tenochtitlan. C'est ce qu'ils ont trouvé les Espagnols à l'arrivée dans la vallée de Mexico au début du XVIe. Donc c'était une ville assez intéressante qui ressemblait un peu à Venise, plein de canaux partout, avec des ponts qui rejoignaient la terre. Donc ça, c'était un lac très grand qui a été desséché, malheureusement. Il n'existe plus. Voilà, donc on va se concentrer un peu plus sur les Mayas, alors, qui ont eu leur maximum splendeur entre le 3e et 9e siècle de notre ère. Et il y a quelques éléments remarquables. L'écriture, les maths, l'architecture, l'astronomie et le calendrier, qui, à l'époque, c'était plus exact que les calendriers qui étaient utilisés dans l'Europe à l'époque, dans ces siècles-là. Ils connaissaient très bien la correction de 0,24 jours par an, donc ils pouvaient ajuster leur calendrier très précisément. Vous avez ici deux des sites les plus intéressants. Ça, c'est Palenque, dans l'état de Chiapas. Et ça, c'est Tulum, qui est merveilleux, c'est à côté de la plage. En fait, on peut profiter de sites archéologiques, passer à la plage, revenir, donc faire des allers-retours. Et voilà, donc j'ai oublié de vous dire que cette culture, les Olmecs, qui était un peu la culture mère de l'Amérique, les vestiges les plus anciens datent de 3000 ans avant Jésus-Christ, tandis que ils ont eu leur splendeur vers l'année 1000 avant Jésus-Christ. Donc les Mayas, c'est après. Donc ils ont certainement eu des interactions avec d'autres cultures, telles que les Toltecs, qui étaient dans le nord du Mexique. Et voilà, donc ça a permis d'arriver, peut-être par plusieurs auteurs considèrent que les Mayas étaient la culture la plus développée du continent, avant le contact avec les Européens. Bon, je ne vais pas m'arrêter beaucoup sur l'écriture, mais on pourrait même faire plusieurs conférences sur l'écriture parce que c'est très intéressant. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous montrer quelques glyphes qui étaient un peu les carrés qu'ils utilisaient. Il y avait plein de symboles dans chacun des glyphes. Donc, ils sont très beaux. Il a eu une très jolie exposition cette année au musée du Quai Branly. Peut-être vous l'avez visité. Et voilà, donc il y a récemment, dans les dernières 20-30 ans, l'écriture a été plus ou moins décortiquée. Mais il y a encore plusieurs théories intéressantes sur la possibilité que ça a été un langage phonétique. Donc, il pouvait vraiment écrire comme nous faisons dans notre langue actuelle. Parce que la plupart des écritures en Amérique ancienne, c'était pictographique. Donc, c'était des petits dessins et à partir de là, les gens reconstruisaient. Mais pour reproduire, par exemple, un discours, c'était des gens qui mémorisaient, qui travaillaient que pour ça, qui pouvaient mémoriser des pages et des pages et des pages entières. Mais apparemment, l'écriture maya, elle permettait de reproduire toutes les syllabes. Et c'est très intéressant. Donc, un deuxième élément très important, sans lequel ni l'architecture ni l'astronomie auraient pu être très développées, c'est un système numérique qui était très important. Ils avaient introduit le zéro, ce qu'il n'y avait pas dans le système romain, par exemple. Donc, ça permettait de faire des opérations plus ou moins comme nous le faisons. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir le 10 comme base du système de comptage, pour les Mayas, c'était le 20. Ils aimaient bien le 20 et voilà, donc c'était un système de position tout à fait comme le nôtre. Nous mettons les chiffres horizontalement, donc ça change de valeur conforme ça va si à droite ou à gauche. Pour eux, c'était plus haut, ils avaient une valeur plus grande. Donc ils pouvaient mettre
le numéro qui était en bas était multiplié par 1, le numéro qui était en haut était multiplié par 20, et comme ça, 400. C'était des puissances de 20. Et comme ça, ils pouvaient travailler avec des chiffres très grands. Donc, leur calendrier, en fait, pouvait aller très loin derrière ou très loin devant parce qu'ils pouvaient manipuler des chiffres assez importants, assez grands. Donc maintenant, si vous lisez des documents, des articles des archéologues, ils utilisent une notation plus ou moins comme ça, avec des points ou des virgules, et qui veut dire les chiffres qui sont vraiment à chaque étage. Voilà, donc c'est assez simple. Je peux vous filer un petit article que j'ai rédigé l'année dernière, qui parle surtout sur le système numérique. Donc je voulais vous montrer aussi ça, parce que ça m'a pris du temps à faire la figure, donc il fallait profiter 2 fois. Et voilà, donc passons vraiment à parler un petit peu plus du calendrier et de l'astronomie. Malheureusement, et tous les documents qui avaient été produits par les Mayas, ils s'écrivaient, ils faisaient tout, ils avaient des journaux, certainement des espèces d'articles, des journaux, et ils utilisaient une espèce de papier qui était à la base des fibres de plantes et comment ça s'appelle ils prenaient des arbres, il y avait un arbre en particulier, ils prenaient la peau, disons, et ils la travaillaient, un peu comme le papyrus, et ils produisaient du papier. Donc, ils ont produit des codex très détaillés, plein de couleurs, comme celle-là, mais pratiquement tous ont été passés à la casserole à l'arrivée des Espagnols, donc ils s'étaient brûlés. Il y a 4 ou 5 qui sont très connus, qui ont été rescapés, parmi lesquels, ça c'est le plus connu, c'est le Codex Dresden, qui est en Allemagne. Et en fait, c'est un atlas qui registre la position de Vénus jour par jour, pendant des années. On comprend maintenant qu'ils s'étaient vraiment très, très intéressés à Vénus, ça faisait un peu jouer un rôle central dans la cosmogonie des Mayas. Donc, ces rescapés des codex qui étaient un atlas de position de Vénus et de la Lune, pareil. Donc, ils savaient, on va voir tout à l'heure, qu'à part un calendrier solaire, ils avaient un calendrier très important qui était basé sur le mouvement de la Lune. Et donc là, vous pouvez regarder sur Internet, ça c'est la page 40 et quelques, mais il y a des pages et des pages qui ont été heureusement rescapées. Donc le plus connu, il y en a un 2e codex qui est à Paris, un autre qui est au Vatican, mais c'est tout. La plupart, c'était perdu à jamais. C'est un peu dommage. Donc, en parlant d'astronomie, comme je dirais presque tous les peuples anciens, il y avait 2 branches d'intérêt. D'un côté, il y a toujours le côté scientifique, connaître la nature, savoir, comprendre à peu près comment ça se produit, les mouvements des astres là-haut, la Lune, le Soleil. Mais d'un autre côté, évidemment, il y a toujours l'application. Il y a toujours les ingénieurs et des gens qui veulent résoudre des problèmes avec ce savoir. Et donc, l'astronomie, elle avait des applications immédiates sur le calendrier, ce qui était important pour le commerce et surtout pour l'agriculture. Et voilà, donc ça, on le voit un peu partout, chez les Égyptiens, en Perse, les Grecs. Et j'ai trouvé des petits morceaux, des textes qui sont assez jolis, qui parlent des astronomes. En fait, ça m'inspire beaucoup. Je ne sais pas si on a toujours le même respect, mais en fait, il y a un petit morceau, un texte qui vient d'un codex qui est au Vatican, qui parle un peu des prêtres qui étaient chargés de manipuler, d'écrire les codex. C'était les seuls qui avaient le droit à toucher les encres pour faire des dessins. Et c'était eux qui parlaient avec les dieux, finalement, et qui guidaient, qui pouvaient dire comment ça allait se présenter l'année prochaine, un peu parce qu'ils pouvaient retracer la météo de l'année dernière. Donc, ils pouvaient faire des anticipations plus ou moins précises, bien sûr. Et donc, ils parlaient beaucoup de comment ils faisaient du bruit en passant les feuilles des codex pour rédiger. Et voilà, en fait, c'est très joli. Aussi, il y a un petit dessin qui n'est pas du côté des Mayas, mais plutôt du centre du Mexique,
Ça, c'était le symbole qui indiquait « regarder ». Donc, c'était un petit monsieur qui regardait. Et ça, ce n'est pas une casserole, ce n'est pas une passoire. En fait, c'est le dessin qu'ils utilisaient pour dessiner la voûte céleste, en vrai. Et si vous avez vu les projecteurs de comment ils s'appellent, les dômes, les planétariums, voilà. En fait, c'est tout à fait la même chose, n'est-ce pas? Sauf qu'à l'envers. Pour eux, la voûte céleste, c'était un peu ça. Donc, chaque trou, c'était les étoiles. Et c'est très intéressant. Et ils parlaient aussi, le métier, c'était un peu l'horlogère des étoiles. C'est très joli. Et ça vient d'un codex qui s'appelle Codex Mendocino. OK, donc pour l'astronomie, alors, il y avait un point central, c'était trouver les points cardinaux. Bon, maintenant, on pourrait dire, ça c'est facile, bien sûr, mais à l'époque, ce n'était pas évident. On est certain maintenant qu'ils connaissaient la boussole, ça s'appelle boussole, pour trouver le nord. Et donc, ils s'amusaient, disons-le comme ça, à mettre les temples bien alignés. Ça permettait de savoir le moment de l'équinoxe, les solstices, ce qui avait des applications sur l'agriculture, bien sûr. Mais pratiquement tous les temples et tous les bâtiments étaient assez carrés, rectangulaires, mais il y a certains sites où vous trouvez des constructions circulaires, ce qui est assez exceptionnel. Et bon, ça a été étudié, ce fameux bâtiment qui est connu comme l'observatoire, par des raisons évidentes. Et voilà, donc on a trouvé qu'il y avait des petites fenêtres qui permettaient de faire des alignements à l'intérieur. Donc ça indiquait le moment où le soleil se levait le plus au nord ou le plus au sud. Et voilà, donc ça, on le connaît maintenant comme le bâtiment de l'escargot parce qu'à l'intérieur, il y avait une échelle, un escalier plutôt. Un escalier en forme d'escargot, voilà, donc ça faisait une spirale. Ça, c'est le site de Chichen Itza, qui était fondé vers le VIe siècle. Voilà. Donc, le numéro 4, on va voir que c'était très important pour les Mayas. Bon, ça, c'était pour indiquer le bâtiment, pour que je ne l'oublie pas. Ça, c'est un zoom sur le même bâtiment. Et comme je vous avais dit, donc, ils étaient très focalisés sur le mouvement de Vénus et de la Lune. Il connaissait bien le cycle Saros, donc ça permettait de savoir quand il allait se produire un éclipse. Donc, il n'avait pas très peur quand le Soleil était caché derrière la Lune. Par contre, il avait très peur, on va voir ça, à chaque fois qu'il finissait un cycle de 52 ans. On ne sait pas très bien ce 52, de ce que ça vient, mais on va en parler un petit peu. Et comme j'avais dit aussi, il connaissait très bien la correction de un quart de jour à peu près. Et voilà, donc ils avaient 3 périodes de référence pour leur calendrier. Donc il y avait une année solaire qui était 360 jours, plus 5, que pour eux, c'était pas des jours de fête, mais plutôt tout le contraire, parce qu'ils s'attendaient que tout se renouvelait, mais ils ne savaient pas s'ils avaient été assez sages pour que tout se remette en route, si ça allait tout à fait le contraire. Il y avait une année religieuse de 260 jours et ce fameux cercle de 52 ans qu'on va voir un peu partout. Et pour eux, ils ne savaient pas si à la fin de cette période des 52 ans, le temps allait se remettre en route. Donc c'était toujours un peu ces obsessions pour l'Apocalypse. Comme vous voyez, c'est vraiment très ancienne et se répète un peu dans toutes les cultures. Et en fait, il y a quelque chose d'assez intéressant, ça c'est le fait qu'ils connaissaient cette correction, mais qui n'était pas appliquée partout dans le monde maya, a obligé qu'à un certain moment, les Mayas de Guatemala, disons, ou de Honduras, ils avaient un calendrier différent. Donc pour le commerce, c'était un peu la folie parce qu'ils disaient oui, on se voit le 7 janvier. Et en fait, ils arrivaient 3 mois plus tard parce que le calendrier avait bougé beaucoup. Donc ils se sont remis tous ensemble. C'est rédigé dans une colonne qui s'appelle la colonne de Copin. Ça, c'est en Honduras. Et il raconte qu'ils se sont rassemblés, des mathématiciens astronomes, pour remettre le temps, tout le monde, et remettre le calendrier et parler la même langue, parce qu'autrement c'était... Donc ça, on pourrait considérer comme
la première conférence d'astronomie, au moins que ça soit enregistré. Et ça s'est passé dans le 8e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, donc si on continue avec le calendrier maya, vu que le système numérique avait 20 à leur base, donc ils jouaient beaucoup, ils combinaient des chiffres qui étaient sacrés pour eux. Donc le 4 était très important parce que c'était le nombre de points cardinaux. Et le numéro 13, pour une raison pas très bien connue, c'était un numéro très très important qu'on voyait un peu partout. Et on croit que le cycle de 5200, ça pouvait venir un peu de multiplier 13 fois 4. Et pareil pour le calendrier de 260 jours, peut-être c'était la combinaison de 20 qui était un numéro très important, c'était la base numérique, plus ces numéros 13 qui était un numéro sacré. Pas seulement pour les Mayas, mais après les Aztèques, ils ont hérité cette obsession pour le numéro 13. En fait, ils avaient divisé la voûte céleste en 13 constellations. Et ce qui est étonnant, c'est que tout par hasard, les Perses, ils savaient aussi diviser les constellations qu'on connaît maintenant. En fait, on dit qu'il y en a combien, on dit maintenant? Vous savez combien de constellations il y en a? Non. Ah oui, désolé. Constellation du zodiaque, en fait. Donc on dit 12 normalement, mais à l'origine, c'était 13. Et vers le Moyen-Âge, le 13 en Europe, pour une raison qui n'est pas très bien connue, moi j'ai lu un peu, mais je ne trouve pas, est devenu plutôt un numéro pas très bon. C'était associé à des superstitions. Et en fait, il y a une constellation qui est Ophiuchus qui a été balayée. Donc on est resté avec les 12 du zodiaque qu'on connaît, parce que le 13, en Europe du Moyen-Âge, c'était un numéro à éviter plutôt. Mais ce qui est drôle, c'est que de nos jours, on peut voir encore qu'on l'évite. Il y a des gens qui disent que c'est un numéro de mauvaise chance, mais il y a encore des bâtiments qui n'ont pas un étage numéro 13. Et plusieurs compagnies aériennes, encore, je ne sais pas, il y a 2-3 ans, j'ai cherché, il n'y a pas une ligne 13 pour s'asseoir. Donc vous voyez, on est encore un peu au Moyen-Âge pour certaines choses. C'est impressionnant. Tandis que en Amérique, c'était un numéro qui était vraiment sacré. Enfin, et ça c'est une casualité, le fait d'avoir 13 constellations tout à fait comme dans le monde perse, c'est assez drôle. Bon, alors voyons, ils savaient exactement comme nous savons des semaines, des mois et des années. Donc pour les Mayas, ils savaient des périodes de 1 jour, 20 jours, 360 jours. Ils avaient un nom pour désigner chacun de périodes. Et jusqu'à ce qu'ils avaient cette Baktun multipliée par 13 encore. Donc il y avait toujours le 13, le 20. Et voilà, donc ça donne la grande roue du calendrier, la plus grande. Et c'est ces numéros-là, à peu près 5000 et quelques années. Et du coup, les archéologues, ils ont trouvé à plusieurs sites archéologiques, en particulier à ce site qui est à Guatemala, ça s'appelle Quirigua. Ils ont trouvé que ça se répétait une date qui est écrit, c'est un numéro finalement, ça s'écrit comme ça, et ils ont trouvé que ça correspondait à peu près à cette date-là, donc le 12 août du 3000. On pense que c'était un peu, la date du début du monde, mais c'est pas très clair en fait. C'est pas très clair quelle est la date d'origine, et non plus, c'est pas très clair qu'est-ce que ça voulait dire pour les Mayas, ces dates-là. Bon, bien évidemment, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est que pour eux, c'était la genèse, disons, la date où le monde pouvait être construit, mais en fait, ce n'est pas très clair. Je vais vous montrer ici seulement la même configuration des glyphes qui est trouvée au Palenque, pour mettre le même chiffre, et dans un autre endroit qui s'appelle Piedras Negras, qui veut dire pierre noire.
Mais c'est à peu près la même chose. Si vous voyez, bon, pour vous peut-être ça ne dit pas exactement la même chose, mais les glyphes, ça change un petit peu d'une région à l'autre, mais le message est le même. Une fois traduit, c'est un peu comme avoir un accent du sud de France et un accent du nord. Bah, ici, c'était pareil. C'est un peu les mêmes glyphes, la même information, qui voulait dire justement la même date d'origine. Donc, bon, les auteurs qui travaillent sur ça, ils ne se mettent pas tout à fait d'accord. Donc, c'était Goodman qui avait proposé cette fameuse date du 12 août 3113 avant Jésus-Christ. Et si on comptait les 5000 ans à partir de cette date-là, ça donnait que la fin de cette grande période du temps, des 5000 ans, ça s'arrêtait en 2012. Pour d'autres auteurs, la date initiale, c'était différent. Donc, évidemment, la date finale, ça se produisait dans une autre date. Donc, bon, finalement, pour les Mayas, ça ne voulait rien dire. Ce n'est pas écrit nulle part que pour eux, à la fin de cette comptage, le temps allait s'arrêter, quelque chose comme ça. Ce qui est très intéressant, pourtant, c'est de dire qu'ils avaient une obsession pour apprendre le temps, pour le comprendre. Et donc, et ça, on le voit dans les mots qu'ils utilisaient. Ça vient plutôt du nahuatl, donc ça c'est une langue qui parlait plus au centre du Mexique. Donc le soleil, la traduction c'est tona, ça veut dire chauffer. Mais quand on parle du pluriel, tonali, ça veut dire jour aussi, ça veut dire aussi chaleur, mais ça s'utilisait aussi pour destin. Et tonatu, qui est associé au soleil aussi, il y a des gens qui s'appellent tonatu au Mexique d'ailleurs, que je trouve joli. Ça veut dire aussi pluriel de soleil, mais ça veut dire aussi âge, l'âge de quelqu'un, mais aussi période, dans le contexte de période cosmique. Donc c'est très intéressant cette association entre la lumière, le soleil, la vie finalement, et le fait d'avoir des périodes. Ce qui était très, très clair, c'est que dans la philosophie maya, le temps était cyclique. Donc c'est pour ça qu'il s'associait tout le temps ces cycles de 52 ans où il avait peur, il ne savait pas si le temps allait recommencer à chaque fois. Évidemment, en période de 52 ans, c'est à peu près l'âge moyen d'une personne à l'époque des Mayas. Et en fait, au moins, ils allaient passer une fois cette période. Donc c'est ce qui est à peu près normal. Mais le temps qui faisait des cycles était associé aussi au fait que dans leur philosophie, dans leur religion, la réincarnation c'était quelque chose comme pour les Indiens en Inde. C'était quelque chose complètement établi. À la différence du temps dans la culture occidentale, surtout chrétienne, où il y a une Genèse, il y a l'Apocalypse, donc le temps est plutôt linéaire. Vous voyez, il y a une différence qui est quand même assez substantielle. Voilà, donc, comme je vous disais, cette obsession pour l'Apocalypse, ce n'est pas nouveau du tout. Et je me suis mis, dans le 2012, quand je me suis mis à parler à ces sujets, j'ai trouvé plus de 150 dates qui avaient été prédit vraiment, le monde, ça va s'arrêter, ça, on va être touché par un astéroïde, peu importe la raison. Mais la plupart venaient des États-Unis, je ne sais pas pourquoi. Mais je m'en souviens très clairement. À une époque, il allait se produire une alignation des planètes, comme ça arrive de temps en temps. Et on entendait tout de suite, non ? Ça va produire, soit la Lune allait nous échapper ou nous tomber sur la tête, ou la Terre allait perdre son orbite. C'est ce qu'on a entendu aussi pour le 2002, n'est-ce pas ? Mais 150 dates seulement enregistrées dans l'hémisphère occidental qui prédisaient la fin du monde. Donc il y a quelque chose de plus psychologique là-dedans. Donc il y a eu plein de films, non ? Mais pas seulement les films, mais il y a eu, je ne sais pas, certainement vous avez entendu parler, des gens qui se sont mis à construire des arches, on dit des arches, pour se sauver. Mais il y avait d'autres qui étaient plus malins, qui vendaient des billets à l'avance, et aux États-Unis, mais aussi en Chine. Et donc ils ont fait un argent fou.
J'aurais bien voulu voir la tête des gens qui avaient acheté leur billet première place, sites VIP, mais voilà, donc ça s'est produit, tandis que les Mayas, ils n'y étaient pour rien. Ils avaient leur calendrier avec des cycles petits qui remplissaient des cycles plus grands et des cycles encore plus grands, tandis que pour eux, en fait, pourquoi ça s'arrêtait ton calendrier en 2012? C'est pas... oui. Donc, bon. Donc la dernière partie de ces petite discussion avec vous, c'est, bon, et à la fin, est-ce qu'il est possible finalement que le monde puisse être touché ou que la vie sur Terre, oui, en fait, les scientifiques, ils prennent le sujet assez sérieusement. Donc oui, si on pense au Soleil, par exemple, oui, on est très content qu'il soit là, mais pourtant, il fait des choses parfois un peu extrêmes. Si on mettait la Terre à côté, ça serait un peu comme la taille de mon laser, là, à côté. Donc, vous voyez seulement un flare comme ça, c'est 100 fois plus grand que la Terre. Donc, mais on connaît très bien le Soleil. Maintenant, il y a des astronomes depuis presque 100 ans qui connaissent parfaitement quelle est la structure et quel va être le destin. Donc le Soleil, c'est une étoile très stable. Et voilà, donc même s'il fait des choses comme ça, il est fâché de temps en temps. On connaît très bien qu'il y a des cycles, mais qui vont... ils peuvent ennuyer un petit peu les télécommunications, par exemple, mais rien d'autre. Donc côté le Soleil, on est tranquille. Il a des cycles qui font 11 ans, ou 22 ans, si on voit le cycle complet. Donc, c'est une variation multimodale, ce qu'on appelle... en mathématiques, en physique. Donc parfois, il y a des cycles qui sont beaucoup plus importants. Donc il y a eu quelque chose qui s'appelait... il y a des maximums qui sont très maximums, disons, ou des minimums très minimums. Et voilà, donc ça peut changer. Donc il y a des périodes où il y a des affectations sur le climat, par exemple. Donc côté Soleil, on est tranquille, on sait qu'il ne va pas s'étendre du jour au lendemain, ça va durer encore 5 000 millions d'années. Mais il y a d'autres menaces. Et voilà, donc ce petit cratère, petit, je dis petit parce que je vais vous montrer d'autres plus grands, il est dans le sud des États-Unis, dans l'Arizona. Et en fait, vous voyez ici, il y a une route. Et le petit bord du cratère, en fait, ça fait presque 40 mètres d'auteur. Donc là, c'est comme un bâtiment de 10 étages à peu près, seulement entre ici et la partie la plus haute. Et ça fait presque 2 km de diamètre. Et alors, on dirait qu'il y avait peut-être un astéroïde de 2 km qui était tombé là-dedans. Et en fait, non. Pour faire un cratère comme ça qui fait 2 km, ça suffit quelque chose qui a entre 20 et 50 mètres. Non kilomètres, mais mètres. Donc quelque chose qui est presque rond ici dedans. S'il touche la Terre dans la bonne position, dans la bonne combinaison des vélocités, des vitesses, oui, ça peut faire des dégâts. Donc on sait très bien ça et on se prend ça très sérieux. Et voilà, donc on est en train de regarder toutes les comètes et astéroïdes qui se baladent là dehors. Parce qu'il y a deux familles d'objets qui sont là, qui peuvent être potentiellement dangereux. Donc, un, c'est les astéroïdes. La plupart se trouvent, vous vous rappelez, qui sont entre Mars et Jupiter. Quelques-uns peuvent avoir quelques centaines de kilomètres. Donc, pas des centaines de mètres, mais des kilomètres. Donc, je ne sais pas, le plus grand, il fait 500 kilomètres. Donc, si on le projette sur la France, ça peut aller d'un côté à l'autre pratiquement. Et... ça, c'est les astéroïdes, qui sont pour la plupart des roches qui peuvent avoir pas mal de métaux. Et d'un autre côté, il y a les comètes qui se baladent avec des orbites qui sont beaucoup plus éloignées. Donc, ils viennent du nuage d'Oort et qui se baladent, qui parfois font des jolis spectacles là-haut. Mais il faut qu'on soit sûr que la Terre ne se trouve pas dans la trajectoire. C'est ça qui nous intéresse dans ce sujet-là. Et parce que, oui, ça peut être dangereux. Donc, il y a des projets, vous avez entendu beaucoup parler il y a quelques mois de Rosetta, et il y a plein d'autres projets. NIO, c'est un grand projet de recherche de tous les astéroïdes et objets qui se baladent, qui peuvent éventuellement toucher la Terre. Et voilà, on essaye de le prédire le plus loin à l'avance possible, de manière qu'on puisse
trouver la manière de faire quelque chose. On s'est dit, il faut appeler Bruce Willis, l'envoyer dans une navette et qu'il le fasse exploser. Mais ça ne marche pas. Donc maintenant, il y a des projets très sérieux sur de quelle manière il faut le détourner. C'est la seule manière. On ne peut pas le faire exploser parce que ça ne sert à rien. Donc ça, c'est une vraie menace. Vous vous rappelez aussi, il y a 2 ans, un peu plus, et on s'attendait, c'était un astéroïde qui allait se balader près de la Terre, mais on connaissait très bien la trajectoire. Et le même jour, il y a eu une collision en Russie. Et alors on s'est dit, est-ce qu'on s'est trompé ou quoi? Mais en fait, ce n'était pas le même objet. Donc pendant qu'il y en avait un qui s'est baladé près de la Terre, près ça veut dire quelques milliers de kilomètres, qui n'avait rien, il n'allait pas toucher notre planète. Mais en même temps, il y en a une autre, plus petite, qui s'est écrasée, qui a explosé sur l'atmosphère, mais qui a touché par terre. Vous avez vu les vidéos, les fenêtres qui sont explosées. Voilà, donc, OK, donc ça, c'est une vraie menace. Donc, les scientifiques, ils prennent ça très sérieux. Et justement, en parlant de Maya, dans la même région que je vous avais montré, ça c'est le Yucatan, à nouveau, ça c'est la mer Caraïbe, il y a le vestige d'un des 3 cratères les plus grands connus sur la Terre, qui fait 170 km de diamètre. Le village, c'est presque impossible de prononcer, même pour moi, Chicxulub. Voilà, je l'ai dit. Ça, c'est dans le Yucatan. Et voilà, le cratère, il fait à peu près 170 km. Et il est associé, maintenant, c'est pratiquement accepté partout, que c'est lié à la disparition des dinosaures. Justement, il y avait une petite conférence tout à l'heure dans l'Académie des sciences. Et j'ai entendu quelqu'un qui discutait à propos de ça, qui fait des études très soigneuses sur la profondeur, le centre du cratère, et même des matériaux qui peuvent être déposés. Donc ça, c'est arrivé il y a 65 millions d'années. Et c'était associé, comme je vous avais dit, à la disparition de pas mal d'espèces animaux, surtout les dinosaures. Donc oui, en fait, l'apocalypse, des dommages très forts, très importants sur la Terre sont possibles. Ça, c'est un autre cratère qui fait plus petit, mais qu'on voit très bien avec des images satellites. Tous ces cratères, en fait, on ne les connaissait pas il y a 40 ans parce qu'on n'avait pas tellement balayé la Terre avec des caméras satellites. Donc maintenant, on commence à les découvrir. Et voilà, donc ça, c'est encore un cratère au Canada qui est plus vieux que celui du Yucatan. Bon, à part ça, on a entendu plein d'histoires sur des trous noirs qui allaient bouffer la Terre. Mais il y en avait une théorie qui m'a paru très, très intéressante parce que ça parlait d'un alignement de la Terre avec le centre de la galaxie qui était prédit par les Mayas. Donc ils avaient fait le calendrier pour dire à quel moment précis la Terre allait passer sur un endroit, sur la galaxie, alignée avec le centre. J'ai dit, en fait, la Terre, elle est tout le temps alignée au centre de la galaxie. Alors, et du coup, en fait, ils oubliaient, les gens qui inventaient des théories aussi fous que ça, que, en fait, la Terre avec le Soleil, donc oui, on tourne partout, et en fait, on a fait à peu près une vingtaine de tours complets autour de la galaxie. Bon, ça, ce n'est pas la Voie lactée, il faut que je vous dise. Ça, c'est une voisine qui ressemble beaucoup à notre galaxie, qui s'appelle M51. Mais on peut imaginer que la Terre avec le Soleil se trouve un peu à ces distances-là. Donc, on a fait déjà une vingtaine de tours complets de la galaxie. Et voilà, donc il ne se passe rien. Seulement pour le fait de se balader autour de la galaxie. Donc, ce qui est important finalement, pour finir et pour commencer à discuter un petit peu, c'est cette opportunité que nous avons, et qu'on ne profite pas toujours, de passer d'une pensée qui est complètement intuitive, qui part très rapidement sur des hypothèses, sur des théories, entre guillemets théories, qui sont très... je ne sais pas pourquoi on est très attachés. Il y a une bonne partie de l'humanité qui aime bien
partir sur des idées les plus extrêmes et on est toujours attaché assez facilement. Nous avons maintenant, voilà, donc ça c'est le meilleur exemple, organiser ce genre de conférences, et on a tous les éléments pour pouvoir faire le saut en avant et passer à une pensée logique analytique. Donc vous, la plupart, vous accédez à d'informations qui viennent des scientifiques, mais si vous regardez tout autour de vous, ce n'est pas le cas toujours. Non, la plupart des gens, ils lisent encore l'horoscope. Et voilà, donc on a cette opportunité-là, et voilà, je vous invite à profiter, ne pas lâcher. Et voilà, c'est ce que je voulais vous raconter. Merci. Merci beaucoup. On a le temps pour beaucoup de questions. Donc, qui commence ? Je passe le micro, c'est ça, Jean ? Non, mais je veux dire, il y a besoin de passer le micro chaque fois. Oui, j'ai pas compris ce que c'est cette correction de 0,24 jours par an. Ah, merci. Oui, en fait, si tu te rappelles, tous les 4 ans, on a une année bissextile. Donc, on ajoute un jour. En fait, ça veut dire que l'année solaire, c'est-à-dire si tu poses le soleil ici, et nous, la Terre, on tourne, pour arriver exactement dans la même position par rapport au soleil, en parlant avec d'angle, ce n'est pas exactement 365 jours, mais c'est 350 jours plus une fraction de jours. Alors, si on oubliait cette petite fraction, au bout de quelques années, on parlerait de juin et en fait, ça serait l'hiver. Donc, il faut vraiment corriger. Donc, on ajoute un jour tous les 4 ans et pour que le calendrier soit plus ou moins précis. Mais ce n'est pas exactement un quart de jour. Donc, au bout de quelques centaines d'années, on aura besoin aussi, pour cette petite fraction qui n'est pas exactement 0,25, il va falloir faire encore une petite correction. Merci. Alors, bonsoir à tous. Alors moi, là, j'ai une remarque qui est un petit peu entre la pensée intuitive et la pensée analytique. Et j'aimerais bien votre retour pour savoir s'il est possible qu'il y ait un petit quelque chose d'analytique dedans. C'est-à-dire que votre notion de grand cercle, je ne sais plus exactement comment vous l'appelez, mais ce cycle de 5000 ans à peu près, je trouve ça intéressant parce qu'on retrouve après dans l'année le 360 jours plus 5. Et ce 5-là, on se rend compte qu'en fait, si on prend votre grand cycle et qu'on le multiplie par 5, on atteint à peu près la durée de la précession, qui est de 25 000 ans. Et donc, je me demande s'il est possible qu'il y ait un lien entre les deux. Merci. Oui, en fait, je crois que si on se met à jouer avec les numéros, on va trouver exactement ce qu'on veut. C'est ce qui est bien chez les mathématiques, non ? On peut trouver des choses assez intéressantes, mais pour la plupart des casualités, pour les Mayas, je crois que vu les systèmes qu'ils utilisaient pour mesurer le temps, ils pouvaient atteindre un certain niveau de précision qui était, par exemple, la correction de tous les 4 ans, ils s'ajoutaient un jour. Mais le fait de mettre 5 jours à part, c'était plutôt parce que leur joli numéro 13, qui faisait finalement 360, qui était d'ailleurs pareil chez les Perses, ils avaient aussi ceux-là qui vient tous les systèmes sexagésimales. Voilà, merci. Et que nous utilisons toujours pour mesurer les degrés. Donc pour les Mayas, c'était pareil. J'ai plutôt l'impression que les 5 jours qui restaient, c'était un peu pour fermer le cycle. Et voilà, on le voit dans plusieurs peuples parce que ça ne donne pas un numéro qui était complètement rond. Donc, pour eux, c'était toujours finir un cycle. Et c'était des jours, pour les Mayas, c'était des jours où ils avaient vraiment très peur. C'était associé à ce fait de savoir si
la vie et le temps allaient se renouveler. Mais oui, effectivement, on peut trouver de tout ce qu'on veut. Mais je crois que la précession, ça serait vraiment compliqué qu'il puisse avoir quelque chose, oui, sans doute. Les Égyptiens aussi avaient 360 jours plus 5. Oui, exactement. Oui. Oui. Vous avez parlé du chiffre 13, mais la superstition en Occident, c'est à cause de Jésus et les 12 apôtres que Jésus... Voilà. Oui. Mais avant Jésus-Christ, il y avait eu déjà Philippe de Macédoine qui avait ajouté son nom à ceux des 12 dieux de l'Olympe, et il était mort assassiné. Donc il y avait déjà eu quelque chose, et évidemment après avec le christianisme, ça s'est aggravé, cette superstition. Au moins, je vois de plus en plus de sièges numéro 13, donc ça me rassure qu'on fait quand même le pas. Hector, tu as parlé de Vénus dans le calendrier, mais quel rôle jouait Vénus? J'avais cru comprendre qu'elle jouait un rôle important, et je croyais que le 52, outre le fait que tu as 52, enfin 13 fois 20, d'accord, mais je pensais qu'il y avait un rôle lié à, je ne sais pas, le cycle de Vénus, quelque chose comme ça. Il doit avoir quelque chose... On ne sait rien de plus que ça? Et je crois que si, parce que... Mais le cycle de Vénus, c'est un numéro qui ne donne pas 52 exactement. Donc, mais c'est sûr qu'on peut le retrouver. C'est pas... donc, on peut le retrouver à partir de combinaisons de numéros. Je ne me souviens pas exactement maintenant combien... Ah bah si, je l'avais écrit là, combien de lunes, donc on peut trouver quel est le nombre d'années. Mais je crois que... Oui, il y avait une combinaison entre le cycle total de Vénus, à quel moment il revient exactement à la même position, et le 52. Bonsoir, merci pour la présentation. J'avais une question concernant les différentes dates qui avaient été sorties par les scientifiques, notamment concernant la première date pour le calendrier. Comment est-ce qu'on arrive à différentes dates? Est-ce que c'est une erreur d'interprétation des signes ou autre? Et il paraît que oui, parce que déjà la colonne que je vous avais montrée, c'est pas en très très bon état. Déjà, elle est tombée en 1971 après des inondations, et je ne sais pas si on voit. Et en fait, elle n'est pas très bien protégée. Donc, déjà, la lecture des chiffres, ce n'est pas tout à fait évident. Et l'autre, c'est que non, les chiffres, normalement, ils sont bien connus, mais c'est plutôt... J'avais lu pourquoi. Est-ce qu'ils ne trouvaient pas la même date d'inice et au début du temps, si est-ce que ça correspond à ça. Et là, je ne me souviens pas exactement. Il faut que je cherche. Franchement, je ne me souviens pas. Mais je voulais dire quelque chose à propos de ça. Oui. Et voilà, donc ça, par exemple, il s'est trouvé dans un site qui n'est pas loin de Chichen Itza, qui s'appelle Mayapan. Et une relation avec il y a des peintures qui sont liées à Vénus, le cycle. Et en fait, il y a des collègues en fait, au Mexique qui avaient trouvé une possible liaison de la date finale du calendrier au transit de Vénus qui s'est produit la même année. En fait, c'était en 2012, le mois de juin, justement. Et qui pouvait être plutôt lié à une date qui avait Vénus et le Soleil, qui étaient apparemment parmi les astres les plus importants. Et ils avaient trouvé que c'était très probablement plutôt lié à Vénus, le transit de Vénus. Donc oui, mais il y a pas mal de choses qui ne sont pas tout à fait précises. Oui, donc, en parlant, les gens qui disaient oui, c'est le 20 décembre, je crois, ça, en fait, aucun scientifique il pouvait mettre des chiffres ou des dates aussi précises que ça. Ils ne se mettent pas d'accord sur tous d'un côté en même temps. Ah non, ils veulent me faire un peu d'exercice. Bonsoir. Moi, je ne connais pas très bien les Mayas. Par contre, je m'étais intéressé aux Aztèques, mais pour la même raison.
de passage à l'an 2000, la fin du monde. Et alors, moi, ce que j'ai entendu, donc j'ai appelé ça sous forme de légende, deux indications qui montraient la fin au sens des Aztèques. Aztèques qui, on peut faire une analogie comme Alexandre le Grand qui a fait des invasions du nord au sud, qui est assez phénoménale. Donc du coup, une dynastie très religieuse, axée sur un royaume et une façon de créer une cohérence malgré la distance et malgré les éléments de la nature avec les montagnes. Et d'après ce que j'ai entendu dans cette légende, c'est dans la constellation, alors je ne sais plus exactement si c'était la constellation du Cygne ou la constellation du Renard, on voyait que la queue, au niveau de la fin d'un cycle, passait sous la ligne d'horizon. Du coup, il y avait quelque chose de visuel dans ce déclin qui serait une fin du monde. Donc ça prenait une concrétisation et du coup une peur vis-à-vis de ça. Le deuxième élément, c'est aussi l'arrivée des Espagnols avec Pizarro, qui coïncidait avec plus ou moins cette période-là. Et donc il y a deux éléments qui montrent que finalement les Incas ont abouti à un déclin. Donc je voulais savoir au niveau des Mayas, dans ce que vous avez montré, dans ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a quelque chose qui apparaît au niveau du ciel qui serait visuellement comme quelque chose qui serait apparenté à un déclin, ou quelque chose d'autre qui prouverait ou qui montrerait que dans l'imaginaire, dans l'inconscient collectif des Mayas, il y a quelque chose qui arriverait à un déclin, quoi. D'après ce que j'ai vu, il parlait jamais de la fin du temps. C'était toujours un temps qui était dans des cycles. Et donc, en parlant par exemple des choses qu'ils pouvaient prédire, par exemple les Mayas, ils n'ont même pas prévu, c'était pas écrit la disparition elle-même de leur culture d'une certaine manière. Ils ne sont jamais disparus complètement, mais ils ont abandonné leur ville les plus importantes. On croit maintenant que c'est plus lié à des problèmes économiques. Ils savaient un peu balayer les arbres pour construire leur temple. Et voilà, donc s'il y avait des sécheresses. Mais on ne voit même pas une liaison entre l'époque où on croit qu'ils ont dû quitter un site, par exemple Chichén Itzá, qui était parmi les plus grandes, et voir s'ils avaient fait de prédictions qui étaient un peu liées. En fait, on ne voit rien du tout. Ce qui veut dire finalement qu'essayer de prédire l'histoire, ça mène à rien, quoi. Mais par contre, côté astronomie, je crois que c'était assez intéressant. Ils étaient plus, disons, il y avait des éléments plus frappants comme les comètes. Chez les Aztèques, par exemple, il y a eu le Halley, qui était un peu avant l'arrivée des Espagnols. Donc, ils ont fait le lien tout de suite, parce qu'ils ne savaient pas ce qui était, donc, exactement. Et voilà, donc... Est-ce que vous pouvez revenir sur ces hypothèses, justement, dont vous venez de parler, sur la disparition, sur l'abandon de leur bâtiment qui se serait produit, effectivement? Parce que plusieurs hypothèses ont été avancées. On a parlé d'épidémie, on a parlé de sécheresse. Quand on se rend sur place, c'est tellement boisé qu'on a du mal à imaginer que ça a pu être désertique, mais bon, les arbres, ça n'attend pas toujours. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces hypothèses? Oui, parce que, par exemple, il paraît qu'il n'a pas eu une guerre complètement qui pouvait être si dévastatrice, qui balayait tous les peuples mayas. Donc, ils abandonnaient soudainement, Palenque d'abord. On voit maintenant comme la nature a complètement revenu sur le site. Et ce n'est pas tout à fait clair parce que ce n'est pas enregistré une guerre meurtrière quelconque. Donc, pour la plupart, et la sécheresse non plus, parce que justement, le sous-sol du Yucatan, en fait, il est hyper rempli d'eau, et d'eau douce, hyper claire. Donc, toutes les cénotes, vous savez peut-être visiter, donc il ne manque pas d'eau, même si à l'extérieur, ce n'est pas très très vert le Yucatan, mais le Chiapas, il est impressionnant. Il y a 2 fleuves qui sont assez énormes. Donc non, il paraît que c'était plutôt une question de crise interne et peut-être sociale.
même s'ils avaient une organisation assez complexe, mais apparemment, c'est encore des mystères assez... Donc les gens, ils n'ont pas disparu, ils n'étaient pas emportés par les extraterrestres, quoi. Parce qu'on voit la langue qui a survécu, quelques habitudes, mais ils se sont mis dans la jungle, dans de tout petits villages, et leurs grands sites étaient abandonnés. Ouais, c'est assez étonnant, encore, les gens travaillent pas mal dessus. Encore une question ? Tout en haut, pardon, je n'ai pas vu de l'autre côté forcément. Oui. Bonsoir. Est-ce que vous savez s'il existe d'autres civilisations où le système de numérotation était à base 20 ? Bon, tout le peuple qui était dans la Mésoamérique ont été utilisés. Autant le calendrier que le système de comptage paraît qu'il vient des Olmèques. Donc les Mayas, c'était ceux qui l'avaient mis dans leur niveau le plus développé. Et après les Aztèques, qui étaient en fait un peuple beaucoup plus récent que les Mayas, ils ont pris la plupart des éléments. Le calendrier, en fait, qu'on connaît, cette roche très jolie, c'était pris par les Mayas et ils utilisaient le même système. Mais dans la pratique, c'était le même. Ce n'était pas développé de manière indépendante. Et, mais sinon, non, il n'y a pas énormément. Donc, c'était passé par exemple, les Perses, et sinon, c'était décimal tout de suite. Mais ouais, c'est assez intéressant, assez unique aussi, je dirais. Bon, il nous reste à remercier beaucoup Hector pour cette présentation. Et donc, rendez-vous le 30 juin au Cordelier et le 8 septembre ici.